Nous abordons le dernier virage de cette édition. Vous le savez, c'est l'invité du 20h. Nous recevons ce soir M. Dame Babou, un confrère journaliste. Bonsoir M. Babou. Bonsoir Sarah. Alors nous allons tout de suite démarrer cette interview avec l'actualité politique naturellement pour vous demander comment vous analysez cette sortie du chef de l'État sur la suspension des assemblées générales d'investiture. Bon, il y a d'abord le fait que le président est à la tête d'un parti qui n'est pas encore organisé, n'est pas encore structuré. Cela veut dire qu'une autorité centrale n'est pas encore créée. Je ne sais pas si c'est faisable ou non, mais ça, en tout cas, c'est mon analyse. Et à la veille d'une élection comme ça, si vous prenez des décisions des jours avant l'élection, vous risquez une rébellion qui peut être fatale. Et cela s'est souvent passé comme ça depuis qu'on a commencé. C'est les listes proportionnelles surtout qui sont en jeu. Parce que les gens se positionnent par rapport à quel niveau, etc. C'est depuis, disons, 4 cycles électoraux ou plus, c'est comme ça que ça se fait. Les grands partis attendent toujours la dernière minute. Et là, je pense qu'ils lui ont donné une opportunité. Ces militants lui ont donné une opportunité de décider. La particularité de ces élections, c'est qu'avec le référendum, aujourd'hui, la diaspora va pouvoir bénéficier de députés. D'ailleurs, vous êtes un candidat de la diaspora. 15 députés pour la diaspora, vous ne pensez pas que ça fait trop? Mais si on parle de la contribution de la diaspora, je ne pense pas que ce soit trop. Parce que si on parle de notre production intérieure brute du Sénégal, on parle de 10 000 milliards, n'est-ce pas? C'est 1000 milliards apportés par la diaspora dans cette économie qui irrigue cette économie. Le budget de l'État du Sénégal est à environ 3 000 milliards, ce que nous apportons à ce titre-là. Mais aussi, même si on prend sur le plan démographique, je pense quand même que si on parle de 3 à 4 millions de Sénégalais à l'extérieur du pays, c'est presque un tiers des Sénégalais. 15 députés, ça ne fait pas un tiers. C'est certes pas autant de Sénégalais qui sont à l'extérieur, mais je pense que les problèmes qu'ils rencontrent ne sont pas les mêmes que les Sénégalais qui sont ici. Donc, finalement, 15 députés, est-ce que ça ne fait pas trop, effectivement? En toute objectivité, hein, parce que là, vous prêchez aussi pour votre chapelle. Non, je pense quand même que l'intérêt du pays est trop grand pour que je puisse prêcher pour moi-même. Je pense que l'intérêt du pays, parce que ce pays-là, nous ne l'avons pas hérité de nos parents. Hein. Ce sont nos enfants qui nous l'ont confié, donc quand on le retournera, ça doit être dans de bonnes conditions. Je pense que c'est plus important. Mais n'oublions pas, quelqu'un disait que une forteresse a besoin de militaires à l'intérieur pour la défendre. Mais elle a surtout besoin de sentinelles. Quand même, si on vit à l'extérieur pendant longtemps, on y apprend des habitudes bonnes ou mauvaises, donc nous pouvons jouer le rôle de sentinelle. Parfois, c'est ça qui se passe au niveau scientifique, au niveau du sport, et au niveau de... Bon, c'est pas pour rien, les Sénégalais qui sont dans l'équipe nationale, qui sont venus massivement de l'extérieur, ils ne sont pas meilleurs que les Sénégalais qui sont sur place du point de vue intrinsèque, mais ils ont bénéficié d'environnement, ils ont appris des choses, je pense que la diaspora peut apporter ça. Alors, nous allons parler du pétrole et du gaz qui font débat actuellement. Est-ce que vous font rêver. Qui font rêver. Absolument. C'est selon la position où on se trouve, en tout cas, ça fait polémique. Ne pensez-vous pas que cette question doit être tirée au clair? Certains ont déclaré que vous saviez quelque chose sur ces dossiers. C'est vous prêter trop de prétention, d'intention? Non, moi je pense que il faut d'abord qu'on se mette dans l'idée qu'il y aura toujours des débats autour des questions importantes. Une opposition, son rôle, c'est de critiquer ce qui se fait. Même si on proposait tout le pétrole à partir de la place de l'indépendance, on dit qu'il ne restait pas plus de gouttes de pétrole sous notre terre et on le donne à des gens, on dira que ça ne devait pas le faire. Donc il faut qu'on se fasse à l'idée qu'il y aura toujours débat sur les questions importantes. Il n'y a pas péril en la demeure. Maintenant, ce qui se passe, ce que j'en sais, le peu que j'en sais, un contrat de prospection ne sort pas d'argent. Je ne l'ai jamais vu. En tout cas, moi, le peu que j'en sais, en tout cas, les études que j'ai effectuées, le même contrat qui est ici au Sénégal, ce que j'en ai vu, à moins qu'il y ait des documents secrets, ce que j'en ai vu, c'est ce qui se passe en Guinée-Bissau, ce qui se passe à Luanda, c'est ce qui se passe au Pérou, c'est ce qui se passe dans les autres régions du monde, pour ce qui est du pétrole. Mais c'est ça la nature du pétrole, parce que ça fait rêver.
Alors, avec vous, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité internationale pour parler de Donald Trump qui, contre toute attente, va en Arabie Saoudite, à Jérusalem, au Vatican. On va s'arrêter un peu sur son voyage en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est, selon vous, d'un babou, une visite qui cache quelque chose, quand on sait justement qu'il avait qualifié les Saoudiens de traîtres, de lâches, dans un de ses tweets qui a marqué le monde? Oui, mais je pense que l'élément majeur, l'explication majeure, il est rentré avec 600 milliards de contrats. N'oubliez pas que c'est ça qui l'intéresse depuis le début. Donald Trump a dit ce qu'il avait à dire pour être élu. Mais contrairement à beaucoup de politiciens, aussi ici comme ailleurs, Donald Trump n'a pas de position sur les questions. Il n'a pas de position. C'est selon le moment et selon la circonstance, selon l'objectif qu'il poursuit. Il y a ça. Il y a aussi le fait que Donald Trump n'appartient pas à une équipe. Il n'est pas du parti républicain, il n'est pas du parti démocrate, il n'est pas venu avec une équipe, avec une expérience de gouvernance ou bien même de définition de politique publique. Donc Donald Trump aujourd'hui a ses difficultés, mais au moins il y a une chose qui est claire aux États-Unis, le complexe militaro-industriel qui vend des armes cherche toujours des gros marchés. Et l'Arabie Saoudite reste un grand marché, donc ça c'est important. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, il va à Jérusalem. Bien sûr qu'il n'est pas le grand ami des Juifs, mais ça, c'est dans une autre vie qu'il ne l'était pas. Mais maintenant, n'oubliez pas que son propre beau-fils est en charge du dossier de Middle East, qui est lui-même un juif déclaré. Donc ça ne surprend pas avec l'influence de ces groupes-là, et surtout le fait que Donald Trump, c'est quelqu'un qui veut dire vous avez échoué, j'ai réussi. Donc il peut rêver de pouvoir faire quelque chose dans le Moyen-Orient. Ça c'est important, il ne faut pas l'oublier. Mais vous vous rendez bien compte qu'au départ, il avait dit que les musulmans, je vais les bloquer. Et il a essayé, ça n'a pas marché. Les institutions américaines se sont rebellées pratiquement contre lui. Mais il a dit aujourd'hui que l'islam fait partie des plus grandes civilisations du monde. Il avait dit que, quoi d'autre, que je suis d'accord avec le déplacement de la capitale d'Israël, de Tel Aviv à Jérusalem. Il n'en a pas parlé sur place quand il était là. Sur toutes ces questions radicales qu'il avait durant sa campagne, vous ne l'avez pas... Vous pensez que c'était juste des effets d'annonce? C'était juste pour un électorat. C'était juste vraiment pour la politique intérieure des États-Unis. Ce qui s'est passé finalement, on pensait que ce n'était pas sérieux à ce point, parce que justement, si vous voyez, on ne savait pas que les partis politiques étaient morts là-bas, aux États-Unis. C'est ça qui explique en réalité l'élection de... Je ne le pensais pas comme ça au moment de l'élection, mais l'élection de Macron a encore confirmé que si vous voulez avoir des carcans ou bien des lignes idéologiques bien définies, reconnues, vous ne trouverez pas Donald Trump dans aucune de ces lignes-là. Alors, Manchester a été la cible d'attaques terroristes. En moins de 2 mois, l'Angleterre a été touchée. Qu'est-ce qui explique selon vous ce phénomène, alors que tout le monde sait que l'Angleterre est quand même un modèle démocratique où les clivages raciaux jusqu'ici n'ont pas été trop pris en compte? Mais vous savez, les terroristes ont dit que leur premier objectif, c'est faire peur. Et il se trouve que beaucoup d'analystes aujourd'hui considèrent que la multiplication des attaques individuelles surtout est le résultat d'une perte de vitesse de Daesh, de l'État islamique, parce que l'État islamique est en train de perdre sa capitale en Syrie, ses positions en Irak, et probablement le recyclage du pétrole puisé en Irak et ailleurs n'est plus aussi facile. Donc ils ont retourné dans leur position originelle que Al-Qaïda mettait en avant, parce qu'on peut dire que malgré les divergences entre ces deux groupes, l'État islamique est aujourd'hui l'héritier de Al-Qaïda. N'ayant plus les positions militaires, avec un État, avec une armée régulière qui fait face à l'armée irakienne, à l'armée syrienne, ils vont retourner dans ça. Aujourd'hui, c'est l'Angleterre, demain, c'est ailleurs. C'est des attaques d'opportunité. Mais ne pensez pas que ces attaques à répétition peuvent aujourd'hui torpiller le Brexit? Non, le Brexit n'a pas nécessairement de rapport, parce que je ne vois pas un politique en Angleterre qui dirait que si on retourne en Europe, si on retourne dans l'Europe, les attaques vont s'arrêter. La France est la championne par excellence de l'Europe.
de l'Union européenne. Mais les attaques sont aussi nombreuses en France Retourner en Europe pour montrer que l'Europe fait un bloc, non? Oui, mais je ne pense pas que les terroristes sont vraiment incités à faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose à partir des idées qui frappent la grande majorité. Si on parlait de politiciens, si on parlait de mouvements de masse, on pouvait dire les effets d'annonce pourraient faire quelque chose. Mais c'est une question de sécurité nationale, comment on peut surveiller, comment on peut avoir des informations, parce que je serais surpris d'apprendre un jour que malgré le fait que la Grande-Bretagne, l'Angleterre est sortie de l'Europe, elle arrête de partager les renseignements et les informations et les surveillances. Les Américains ne font pas partie de l'Europe, mais ils dirigent en réalité ce travail d'espionnage, de surveillance, de technologie, etc. Donc ce groupe-là restera toujours intact. Alors, dernière question, retournons un peu à l'actualité locale, pour parler encore une fois de ces législatives. Comment vous voyez cette campagne qui arrive? Comment je vois cette campagne qui arrive? Je pense que cette élection-là peut être une étape majeure de consolidation de la démocratie. Pourquoi? Je pense que la solidité de la démocratie repose sur la fragilité des acteurs. Et je pense que quand on sortira de ces élections-là, les groupes politiques seront encore plus fragilisés. Les gens qui ont un intérêt à la gestion du pouvoir, un passage forcé devient de plus en plus difficile dans ce pays. Donc si on veut avoir une démocratie solide, on doit rééquilibrer les pouvoirs et fragiliser tous les acteurs, fragiliser entre guillemets, pour que personne ne puisse imposer sa volonté. C'est ça qui consolide une démocratie. Merci beaucoup et bonne chance puisque vous êtes candidat pour la diaspora. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette édition est à présent terminée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0 heure. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. On est mercredi ce soir. Vous aurez comme d'habitude Faram Fatché. Pape Ngagne reçoit ce soir Maître Moussa Diop de Dakar Demdik. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. Au revoir.